avec les questions principales, quel avenir, quels enjeux. Alors pendant 2 jours, j'ai perçu personnellement beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport à cette problématique. Une inquiétude qui ne mettait pas vraiment en cause la francophonie, mais beaucoup les processus, les cheminements, tous les choix qu'elle impose ou qu'elle n'impose pas. Et en fait, ces inquiétudes m'ont paru souvent également liées à des questions identitaires qui, si elles ne sont pas tout le temps clairement exprimées, en tout cas se laissent percevoir derrière les problématiques qui ont été soulevées. Alors maintenant, c'est une voix qui s'élève dans cet ordre-là à partir du Maghreb, et c'est donc à une des plus grandes figures de la littérature maghrébine d'expression française, je nomme donc l'auteur Mohamed Dib, que j'ai emprunté l'intitulé de ma communication « Je parle une autre langue, qui suis-je ?» Alors cette question, elle est elle-même le titre que l'auteur, Mohamed Dib, qui est donc un auteur qui a écrit pendant plus d'un demi-siècle et qui est mort très récemment, cette question, elle est elle-même le titre que l'auteur donne à un chapitre qu'il consacre dans un de ses essais, L'Arbre à dire, qu'il a publié en 1998, à la question précisément, à la question de la langue française. Et le lien que cette question installe, me semble-t-il, d'emblée, entre le problème de la langue comme outil de communication, je parle donc une autre langue, et la préoccupation identitaire, eh bien, qui suis-je donc, me paraît tout à fait s'inscrire dans le cadre des préoccupations qui nous réunissent justement au cours de ce colloque. Si on devait se rapprocher encore plus particulièrement de la problématique qui est retenue par l'atelier où j'essaie de présenter donc cette réflexion, j'ai même le sentiment qu'en faisant de ce rapport entre l'usage d'une langue et la question identitaire l'essentiel du questionnement que l'auteur va soulever, eh bien, j'ai déjà la nette sensation que l'auteur aurait choisi d'une certaine manière de déplacer le problème de la sphère historique où le contact avec la langue française comme langue du colonisateur est forcément lié au déchirement et au conflit que laisse entendre la situation événementielle. Donc il la déplace en fait vers une actualité qui est beaucoup plus proche de sa position en tant qu'écrivain francophone, pour n'avoir à l'envisager en fait que comme situation de fait. Et faisant donc de cette manière de la langue un acquis, Dib est affirmatif, il dit « je parle une autre langue », c'est clair, ça lui permet donc d'axer davantage son interrogation sur la place que cet acquis va prendre dans le processus de construction identitaire, en fait, de tout être parlant, plutôt que sur le pourquoi ou le pourquoi pas de son usage comme langue autre. Alors pour mieux pénétrer l'esprit en même temps que les composantes de la réponse dont nous allons retenir essentiellement quelques extraits, donc pour mieux pénétrer l'esprit en même temps que les composantes de la réponse que l'auteur va apporter ce questionnement, il nous paraît intéressant au préalable d'observer très rapidement, parce que c'est pas notre sujet, mais d'observer très rapidement la relation des réponses qu'il apporte à cette question avec les prises de position spécifiques à Dib et dont j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes recherches, de repérer les manifestations vraiment dans le parcours de toute une œuvre et de toute une vie qui s'étale, donc je viens de le dire, sur plus d'un demi-siècle avec un certain nombre de prix, notamment celui de l'Académie française en 1994. Et je commencerai par dire au préalable que l'œuvre de Dib, qui est considérée en Algérie mais aussi en France comme une référence de tout premier plan, affiche une triple singularité. La première, c'est d'être en Algérie comme en France, placé au premier rang des œuvres algériennes de langue française. La seconde, c'est d'être en Algérie, et c'est pas évident, d'être en Algérie accepté et reconnu comme une grande œuvre à la fois par un lectorat francophone, un lectorat arabophone et un lectorat berbérophone. La troisième singularité, c'est d'être reconnue dans son algérianité par tous les lectorats, alors qu'elle est formulée en français. Alors réunir un tel consensus n'est pas évident, a fortiori quand on sait combien idéologiquement entretenu, évidemment, le problème de la langue, comme celui d'ailleurs d'une relation exclusivement ethnographique au lieu d'origine, ont longtemps gêné nos littératures, non pas dans leur accomplissement, certes, mais au moins en tout cas dans l'audience qui devait leur être réservée. C'est ce même travail de recherche que j'évoquais il y a un petit moment qui m'a permis au contraire de démontrer que
l'œuvre de ce grand écrivain, tout en étant indéniablement et fortement ancrée dans le socle socio-culturel où elle a pris naissance, avec toutes les valeurs fondamentales premières que cela peut impliquer, eh bien, cette œuvre se distingue également par une remarquable attitude de cet écrivain à retravailler ces mêmes lieux et à les repenser dans une sorte d'articulation, si vous voulez, avec tout ce qui, comme expérience nouvelle, a pu lui venir de l'extériorité. Et là, je signale, avant d'aborder directement la question, que dans une œuvre qu'il a publiée en 1994, dans une édition, aux éditions Revue Noire, dans une œuvre qu'il intitule clairement du nom de sa ville natale, Tlemcen, ou les lieux d'écriture, Dib explique clairement ce rapport à ce qu'il appelle le paysage, c'est-à-dire le paysage premier en fait. Et il va dire, au commencement est le paysage, je cite donc, s'entend comme cadre où l'être vient à la vie, puis à la conscience. Puis, après avoir affirmé en quelques mots la relation quasi charnelle en fait à ce paysage, eh bien, il ne va pas manquer d'ajouter une chose essentielle qui va nous guider dans notre questionnement nous-mêmes sur la langue française. Il dira « Les yeux grands ouverts, la relation continue, secret travail d'identification et d'assimilation, où conscience et paysage se renvoient leur image, où s'élaborant, la relation ne cesse de se modifier, de s'enrichir, où le dehors s'introvertit en dedans pour devenir objet de l'imaginaire, substrat de la référence. » Alors, modification, enrichissement donc par un dehors qui s'intègre à un acquis premier pour amplifier, tout simplement, l'espace de représentation du monde et devenir donc substrat de la référence. C'est sans aucun doute, ce va-et-vient dans un équilibre sciemment entretenu entre la présence sans cesse réaffirmée d'un déjà là où il puise toute la force de son dire, et l'ouverture librement pensée à un ailleurs, à une extériorité vers lequel le porte toute son écriture, qui aura sans doute assuré à ce grand auteur l'audience qui lui est réservée. Toujours dans le recueil précité, Mohamed Dib, se livrant à une réflexion sur ce qu'il appelle les voies de l'écriture, et assimilant donc son parcours d'écrivain à un voyage infini, à une longue migration qui ne cesse de le conduire depuis ses lieux premiers de production, alors ici le Patio, la Meida, etc., à des contrées à chaque fois nouvelles, à des contrées donc chaque fois nouvelles, eh bien Dib précise que dans cette aventure qui était la sienne, eh bien plus il lui arrivait de rencontrer l'autre, et plus il se trouvait faire face à ce qu'il est, c'est-à-dire en fait un inconnu, semblable à l'autre et différent. Alors, ça laisse entendre que si toutes les sensations originelles, toutes les valeurs au cœur desquelles l'œuvre de cet auteur est née, donc toutes ces valeurs qui ont été fondatrices donc, de son œuvre sont bien présentes, c'est bien dans une relation dialogique, sciemment entretenue avec l'altérité, qu'elle n'a jamais cessé de puiser sa richesse. C'est dans cette perspective qu'il nous revient d'observer la relation de Dib à sa langue d'usage, donc la langue française, une relation dont il va dire lui-même, je cite, « J'ai grandi dans cette langue, ma vie s'y est accomplie, si bien que quand je parle, écris, je n'ai pas conscience que je le fais en français, je n'ai conscience que du fait que je suis en train de parler, d'écrire. » Ce qui explique que, et en fait là on peut avoir d'autres occasions de le démontrer, c'est ce qui explique que même dans les conditions les plus douloureuses, les plus condamnables en fait en termes d'événements, Mohamed Dib, loin de vivre l'usage de la langue française comme une damnation, eh bien, y a vu au contraire le lieu possible de l'élargissement de l'espace de son propre dire. En fait, il va faire d'une contrainte supplémentaire un plaisir et il va, d'une certaine manière, imploser la langue que lui imposait l'occupant et il va l'occuper à son tour de sa propre quête, de toute sa quête d'une vérité absolue du monde. Et de cette manière, eh bien, Dib, d'une certaine manière, va gommer toutes les limites qu'il aurait enfermées. Donc, il va s'affirmer en tant que tel. Dib, écrivain algérien d'abord, oui, mais écrivain dont la visée universaliste de l'œuvre n'est plus approuvée. Il va réussir à faire de l'affirmation d'une singularité dans son intimité la plus profonde le lieu d'expression de valeurs humanistes universellement reconnues. Tout cela, il va le faire en français. Ce qui va justifier, donc encore une fois, la diversité de l'audience qui lui est réservée. Et pourtant, alors c'est là où le bas blesse, et là encore nous allons comprendre pourquoi lui-même, l'auteur, va en être particulièrement excédé, eh bien il ne manque jamais de personnes qui, jusqu'à la fin de son parcours d'écrivain, n'ont cessé de lui poser la fameuse question « Comment se fait-il que vous écriviez en français ?»
comment se fait-il que vous, écrivain Macrevin, continuez à écrire en français? Et toujours dans cet ouvrage que je citais tout à l'heure, L'Arbre à dire, eh bien, Dib va raconter à ce propos la chose suivante, je cite, « Une question, dira-t-il, une accusation, on m'en harcèle encore, après tant de livres publiés. Et quand bien même ce ne serait qu'une simple question, elle me met, je le sens toujours, en demeure de me justifier. J'en attrape des suées à force. Paradoxe, je continue à citer. Une question, cette question qui émane chaque fois de Français, peu désireux, il faut croire, de se rappeler que l'Algérie a constitué des départements français durant près d'un siècle et demi, qu'ils y ont assumé le devoir d'instruction. Eh bien, cette question, jamais Algérien ne me l'a posée, ou un quelconque étranger. Et toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois sur le ton d'une ironie encore plus amère, il rapporte dans un autre de ses livres, dans Simore, le fait suivant, je cite, « Consacrant 2 lignes à Comme un bruit d'abeille », c'est Dib qui raconte, « Consacrant 2 lignes à Comme un bruit d'abeille, Époque numéro 16, mai 2001, dit la chose suivante, « L'indigène a fait du chemin, se jouant de la langue française avec une belle désinvolture. » Et Dib répond, toujours dans cette citation, « C'est sympathique qu'il se trouve toujours des Français pour me rappeler ma qualité d'indigène. Sur quelle pente, sinon, mon imagination ne m'entraînerait-elle pas ?» Il nous paraît assez évident que le problème auquel s'est trouvé ainsi confronté Dib ne lui est certainement pas propre. D'autres que lui, parmi ses pairs, ont certainement eu aussi à le vivre de la même manière. Bon. Néanmoins, ce qui m'intéresse, ce sont les éléments de réponse qu'il va apporter à cette question lancinante dans ce chapitre, justement, que je viens de citer, qui s'intitule « Je parle une autre langue, qui suis-je ?» et qui, dont les quelques lignes que je projette sur l'écran vont particulièrement retenir notre attention. Alors, le chapitre en question commence par une longue réflexion sur le rapport d'écoute que nous entretenons avant même notre naissance avec la langue maternelle. Il l'appellera un chant. Il dira également que c'est un chant qui nous enchante, qui participe de la matière suave, confortable, mouvante, à laquelle nous-mêmes nous participons. Il ajoutera également que c'est une musique que nous n'aurons de cesse alors d'imiter, de découvrir, pour tenir notre parti dans cet orchestre dont les membres iront en se multipliant à l'infini à mesure qu'augmente la conscience qui nous en viendra. Et alors à ce moment-là, eh bien, en fait, en faisant de la musicalité d'une langue le préalable à toute dynamique relationnelle au langage comme lieu de communication, donc de la représentation, du dire, Dib assure déjà, si vous voulez, un certain nombre d'éléments de réponse qu'il réserve, cette fois à la question, je parle une autre langue, qui suis-je? Donc cette fois-ci, il va parler du français. Et il raconte comment, interpellé par un interlocuteur donc anonyme, qui pourrait aussi bien d'ailleurs être cette autre voix qui parlerait en lui, à laquelle il apporte réponse, ou plus simplement l'expression d'un débat récurrent qu'il aurait fini par intégrer, il va s'arrêter longuement sur le tragique, dit-il, de sa rencontre avec la langue française. Oui, alors il l'associe à ce qu'il nomme une longue histoire, dont l'épicentre, évidemment, c'est bien le premier contact avec l'école française, donc le lieu par lequel va transiter non seulement l'apprentissage d'une langue totalement étrangère pour ces jeunes Algériens qu'ils étaient à l'époque, donc de la colonisation, mais aussi la découverte d'un monde radicalement nouveau. Les Algériens vivaient à côté des colons, les deux mondes, évidemment, n'étaient pas du tout en symbiose l'un avec l'autre. Alors jusque-là, le ton adopté est mi-sérieux, mi-amusé, mais en fait, c'est la réponse à la question dernière. À présent, lui a-t-on demandé, à présent que vous n'êtes plus de première jeunesse, comment vivez-vous cela? Donc c'est cette réponse-là qui va nous intéresser. J'en retiens un certain nombre d'éléments qui peuvent faire l'objet d'une réflexion. Tout d'abord, toute langue est d'abord un ensemble de sons. Donc Dib reprend le même argument que celui qu'il utilisait tout à l'heure pour la langue maternelle, mais maintenant pour désigner son rapport à la langue nouvelle. Donc il indique de cette manière sa disponibilité d'écoute, particulièrement développée, d'accord, d'abord du fait qu'il appartienne à une famille de musiciens, mais en plus parce que c'est une langue qui est tout à fait nouvelle, et donc il va essentiellement faire transiter ce rapport, si vous voulez, à l'extériorité par une écoute attentive à une musique qui, alors cette fois-ci en interaction avec celle
déjà familière de sa langue maternelle, va venir jusqu'à lui, si vous voulez, nous dira-t-il, pour compléter ce qu'il n'aura pas su encore écouter en cette même langue maternelle et remédier, nous dit-il, à un manque que sa langue maternelle aura laissé en son et en harmonique. Donc en fait, déjà tout de suite, on a l'interaction en termes de musique entre les deux langues. Donc c'est un esprit de complémentarité, d'enrichissement de son propre univers langagier, non pas en termes de sens, mais en termes d'espace signifiant. Donc Dib va faire de cette manière-là son entrée dans une langue dont il dit que, je cite, elle lui parlait alors qu'elle ne parlait pas pour lui. Donc loin de s'installer dans la rupture, c'est dans une sorte de continuité harmonique que l'auteur va vivre cette situation nouvelle. Il va évoquer donc ce rapport de réciprocité de la langue première à la langue d'emprunt, et il va très très bien l'imager, à mon sens, dans une œuvre qui date de 1994 et qui lui a valu le prix justement de l'Académie française, c'est L'Infante mort. Il va très bien imager ce rapport de réciprocité à travers la figure de son héroïne, Lydie Bell, dans L'Infante mort, qui est issue d'un mariage mixte, donc un père maghrébin et une mère occidentale, qui sait que ses parents s'aiment mais ne savent pas se parler, et qui va essayer de construire en fait un code de communication qui puisse aller au-delà de ce silence qui continue à séparer son père et sa mère, et donc elle va se transporter dans son imaginaire vers son grand-père, vers le monde du désert, et elle va découvrir, à la faveur d'un dialogue qui va la réunir à son grand-père, elle va découvrir qu'en fait les deux mots de désert de neige et de désert de sable, neige et sable, sont des mots qui constitutivement, eh bien en fait, sont capables de se parler et d'être frères et sœurs. La neige est froide, le sable aussi est plus froide, la neige est douce, le sable est doux. Donc en fait, du point de vue constitutif, eh bien, le plus important, ce n'est pas d'installer des barrières, mais c'est de dire que finalement, le monde est muet et que c'est nous qui faisons parler les choses. Donc tout dépend de la façon dont on va les faire parler. Et Lydie Bell va choisir de les faire parler justement dans ce rapport de réciprocité entre deux mondes qui, à l'origine, enfin, que nous, les hommes, avons totalement séparés. Deuxième élément d'analyse qu'on peut retenir dans cette réflexion, eh bien, c'est la notion de création. Alors, Dib va dire, eh bien, le rapport à la langue nouvelle n'est plus seulement celui d'un simple emprunt, mais c'est celui d'une adoption. Or, adopter, c'est non seulement s'approprier jusqu'à intégrer une chose à son propre monde, mais ça introduit également à une position de libre choix. Lorsque j'adopte, c'est que je suis tout à fait d'accord, ce qui explique que, en s'éloignant donc de la perspective conflictuelle où aurait pu l'enfermer cette question à la limite stupide, comment se fait-il que vous écriviez en français, sous-entendu vous écrivez maghrébin, eh bien Dib va suggérer que, justement, dès lors que s'accomplit cette adoption, eh bien, elle peut devenir le lieu de la création. La création de quoi? En fait, d'un espace langagier autre, où une langue s'intégrant à l'autre, eh bien, on obtient un élargissement de l'espace d'expression. Et là, deux points essentiels peuvent être retenus. C'est que l'auteur va inscrire dans son rapport à la langue de l'autre dans un esprit d'ouverture, à tout ce que, comme richesse nouvelle, elle va apporter à son propre univers linguistique, mais surtout, et c'est le deuxième point qui nous intéresse le plus, c'est que dans une logique de réciprocité, eh bien, c'est la langue d'adoption qui va se trouver enrichie des marques nouvelles que lui, écrivain appartenant à un espace de production autre, va pouvoir apporter à cette langue. C'est lui qui va apporter donc à la langue française quelque chose dont il va parler également toujours avec la même ironie. Il va évoquer ce qu'il appelle, excusez l'expression utilisée par Dib, il appelle certains critiques des piscopies, du verbe pisser, pour bien préciser le mot, donc des piscopies, et il va dire que, il va expliquer que ces pseudo-critiques n'ont jamais eu d'autre souci que de rappeler dans leur papier aux écrivains maghrébins combien de chance ils ont de pouvoir écrire en français. Et Dib va rétorquer, eh bien, sans manquer de faire miroiter à nos yeux, dit-il, tout le bénéfice que nous en retirerions, et sans jamais se soucier en retour de ce que nous apportons, nous, à la langue française. Et comment le pourrait-il? Aucun d'eux ne juge utile de mettre le nez dans nos livres, cela ne les intéresse pas. Troisième et dernier élément,
eh bien, c'est la simultanéité et la polyphonie. L'auteur ne manque pas néanmoins de désigner les deux langues présentes simultanément dans l'expression de sa quête comme des idiomes, parce qu'il va mettre en fait en avant, évidemment, tout ce qui les différencie dans leur être profond. Mais il suggère qu'on peut faire sonner en sympathie ces deux idiomes. On peut les faire sonner en sympathie à une condition, c'est qu'on puisse inscrire les différences des unes et des autres au cœur d'une ressemblance, au cœur d'une harmonisation, non pas des deux langues, mais des espaces à partir desquels ces langues vont s'exprimer. J'en ai pour 2 minutes, puisque c'est la fin. Donc, ce sont deux langues qui vont se croiser, ce sont les lieux de leur production, ce sont des visions du monde, et donc tout ce vocable, en fait, qu'il va évoquer dans sa question une autre langue, eh bien, ne fait pas référence, à mon avis, à une autre langue, mais c'est cet autre univers qui est capable de naître, justement, dans l'entrecroisement, donc, des deux univers langagiers. Je me permets de finir avec une très belle expression que Dib va évoquer pour parler de cette langue française qu'il appelle mot français d'ailleurs, puisque c'est la langue qu'il aura lui-même inventée, cette langue qui lui permet donc de gommer les limites, de faire fi des différences, d'épouser les originalités de l'une et de l'autre. Il va dire, pour moi, la difficulté d'abord, donc première difficulté qu'il a eue, il dit pour moi, le problème au commencement de tout fut de traduire dans une langue de riche, le français, il écrit au début des années 50, les réalités d'un pays pauvre, l'Algérie. Ce que je ne pus faire dans ses débuts qu'au prix de restrictions lexicales, de réductions syntaxiques, et que sais-je encore, mais encore combien plus éloquente du coup. Mais pour décrire justement ce rapport à cette langue, dont il dit d'ailleurs qu'elle lui va comme un gant, il va utiliser une très belle métaphore. Il va dire, nous avons ouvert la porte à la fleur, qu'elle prenne place chez nous. Avec elle, nous convions toute la saison, libre à celle-ci de nous donner la réplique avec ses parfums. Le fera-t-elle? Ne le fera-t-elle pas? Merci à elle par avance, si quoi qu'il en soit, elle le faisait. Nous sommes en plein enjeu et avenir de la francophonie, des francophonies. Je vous remercie.